C'est bon? Bien, merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Excusez-nous, mais restez couverts parce que il fait un froid. Bonsoir. Il fait pas très chaud, même pas chaud du tout dans cette salle, mais bon, comme le chauffage ne marche pas non plus ici. Bon, bref. Donc, séance du conseil municipal, dernier conseil de l'année. Secrétaire de séance, Olivier Yvain, à qui je vais demander de procéder à l'appel. Où c'est qu'il est le cahier? Ah mince. Ah bah c'est bon. Bon. Cathy, c'est toi la secrétaire de séance. Donc on avait donné à Olivier, mais je reviens vers toi, comme on est dans l'ordre du tableau, et je te devais demander, le temps de t'installer, de procéder à l'appel. Et t'as pas tes lunettes? Ah bon, j'ai eu peur. Présent. Michel Cadour. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présente. Thierry Collard. Présent. Isabelle Médéric. Présente. Mathieu Seité. Présent. Sophie Cuyavache. Présente. Gilbert Catel. Procuration à Jean-Jacques Cadalin. Elle va arriver. Ah, t'es arrivé, ah, pardon, excuse-moi. Alain QF. Jean-Jacques Cadalin. Présent. Pierre Levin. Procuration à Mathieu Seité. Catherine Mercer, présente. Bénédicte Rollet. Présente. Stéphanie Potero. Procuration à Anne Caro. Céline Perroguelen. Procuration à Michel Cadour. Olivier Yvain. Présent. Antoine Leborse. Présent. Denise Fellette. Présent. Bruno Simon. Présent. Sylvie Ravaillé. Présent. Gwenaël Cargent. Présent. Jérôme Jacopin. Présent. Catherine Déniel. Jean-Philippe Sourimont. D'accord. Emmanuel Lebas. Procuration à Sophie Guillavache. Bien. Maintenant, on va procéder, merci, on va procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 octobre 2022. La secrétaire de séance, c'était Bénédicte Rollet. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal? Il n'y en a pas. Je considère que c'est une approbation. Merci. Donc, Bénédicte, vous n'avez plus à signer, c'est Bénédicte et moi-même. Si vous pouviez lui passer les... Alors, pour rappel, donc, les secrétaires des commissions. En commission urbanisme, c'était Stéphanie Potero, mais quand elle est absente, Anne-Sophie Morvan va faire le rapporteur. Commission culture, animation, jeunesse, enfance, c'était Isabelle Delec, elle est présente. Commission lien social, Madame Ravaillot, oui. Commission affaires générales et finances, Jean-Jacques Cadalin, présent. Donc voilà. Donc juste une information en préambule, mais que j'aurais pu faire à la fin aussi, c'est que la mairie sera fermée, la mairie, les services techniques et la médiathèque seront fermés le 24 et le 31 décembre, là, qui arrive, pour les fêtes. Sans plus attendre, on va procéder à l'ordre du jour. Premier point, budget principal, exercice 2022, décision modificative numéro 2
Michel Cadour. La décision modificative numéro 1 votée par le Conseil municipal le 7 juillet 2022 a porté l'inscription des crédits à un total de 10 89 143 €, je passe sur les centimes, en dépenses et en recettes. Tout mouvement budgétaire confondu, cette décision modificative qui prend en compte un certain nombre de dépenses et de recettes supplémentaires, tant en fonctionnement qu'en investissement, va porter l'inscription des crédits à un total de 10 391 240 € en dépenses et en recettes. Donc, premièrement, en section de fonctionnement, cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 175 198 €. Après décision modificative, le total de la section de fonctionnement s'élève à 7 111 399 €. Les dépenses de fonctionnement sont proposées en augmentation de 175 000 €. Au chapitre 11, charges à caractère général, plus 79 000 €, dont 70 000 € réfection du sol de Kerdrel, 9 000 € le diagnostic de la qualité de l'air à Châteaubriand et la maison de l'enfance. Chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, plus 90 000 €, dont 15 000 aux autres personnels extérieurs, 60 000 rémunération principale, 15 000 cotisations aux caisses de retraite. Chapitre 66, charges financières, plus 6 000 €. 2 500 € d'intérêts réglés à échéance, 3 500 € rattachement des ICNE. Les recettes de fonctionnement sont proposées en augmentation de 175 198 €. Résultats reportés ou anticipés, plus 12 209 €. Chapitre 13, atténuation de charges, plus 78 500 €. Chapitre 73, impôts et taxes, plus 28 400 €, dont 10 800 autres impôts locaux ou assimilés, 9 500 € fonds de péréquation et 8 000 € de la TFCFE. Chapitre 74, dotation et participation, plus 5 000 €. Participation CAF pour le RPE. Chapitre 77, produits exceptionnels, plus 51 089 €, dont 4 989 € dégrèvement impôt foncier 2016 à 2021, 800 € subventions suite à sinistre édition jeunesse accessible, 45 300 € remboursement suite à sinistre au gymnase de Kerdrel. La section de fonctionnement est équilibrée par une augmentation des crédits à la ligne 023, virement à la section d'investissement, en dépenses de fonctionnement, plus 198 €. La section d'investissement. La présente décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de 126 898 €. Après décision modificative, le total de la section d'investissement s'élève à 3 279 841 €. Les dépenses d'investissement sont proposées en augmentation de 126 898 €. Dépenses d'équipement non affectées à une opération, plus 2 700, donc qui est destinée à la sonorisation de l'église. Dépenses d'équipement affectées à une opération, plus 120 800 €. Opération 95 176, médiathèque, plus 19 000 € destinée au revêtement de sol. Opération 95 201, école, plus 6 500 €, groupe de préparation froide pour le restaurant scolaire. Opération 95 203, vie associative, plus 1 500 €, des tables de pique-nique pour l'espace espagnol. Opération 95 204, mairie, plus 79 500 €, dont 17 000 pour le système de chauffage de la salle du conseil municipal, 62 500 pour l'agencement de la mairie, dont l'agence postale. Opération 95 218, travaux de sécurité dans les bâtiments communaux, moins 700 € à l'article 2313. Construction, 3 600 € pour compléter le financement des sous-compteurs électriques du centre Ballard, 4 700 € pour l'alarme incendie de la mairie, 9 000 € pour le diagnostic qualité de l'air à l'école Châteaubriand et à la maison de l'enfance, cette dépense devant être
imputés en fonctionnement. Opération 95-274, rénovation énergétique du patrimoine communal, plus 15 000 euros à l'article 2313, financement complémentaire des travaux de rénovation énergétique du centre Ballard. Dépenses d'ordre, plus 3 398 euros, appurement du compte 1069. Les recettes d'investissement sont proposées en augmentation de 126 898 euros. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, plus 14 000 euros. Donc c'est la taxe d'aménagement. Chapitre 13, subvention d'investissement, plus 112 700 euros. C'est la subvention de la région pour les vestiaires d'athlétisme. Ligne 021, virement de la section de fonctionnement, plus 198 euros. Il sera proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 au budget principal 2022, telle que mentionnée ci-dessus, de prendre acte que cette décision modificative porte la section de fonctionnement à 7 111 399 euros, la section d'investissement à 3 279 841 euros, et que le budget principal 2022, toutes sections confondues, se porte donc à 10 391 240 euros en dépenses et en recettes, et d'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toute pièce à intervenir. Voilà. Merci. La commission Affaires générales et finances a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Michel, on continue sur l'actualisation de l'autorisation de programme pour la rénovation énergétique du patrimoine communal. Par délibération du 18 février 2021, le Conseil municipal a décidé de recourir à la procédure d'autorisation de programme pour assurer le financement pluriannuel de l'opération de rénovation énergétique du patrimoine communal. Les décisions modificatives numéro 1 et 2, votées respectivement les 7 juillet et 15 décembre 2022, affectent le montant des crédits de paiement 2022 et il convient donc d'actualiser l'autorisation de programme numéro 2021-02. Ainsi, sur le montant de l'autorisation de programme demeure inchangé, à savoir 4 707 000 euros. La répartition des crédits est modifiée comme suit. Donc, CP 2022, plus 130 000 euros, soit 115 000 pour la chaudière de l'école publique et 15 000 pour les travaux de rénovation énergétique au centre Ballard. Donc la CP 2023-2025, montant inchangé, CP 2026, 130 000 euros. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la modification de l'autorisation de programme numéro 2021-02, telle que présentée ci-dessus, d'autoriser le maire ou son représentant à engager les dépenses relatives à cette opération à hauteur de l'autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes. De préciser que les crédits de paiement en 2022 sont inscrits au budget primitif 2022 sur l'opération concernée. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. D'accord, merci. Commission affaires générales et finances. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? L'unanimité, merci. Michel, toujours. Le budget annexe du lotissement communal de Couette-Billon. Lors de la séance du 10 mars 2022, le Conseil municipal a adopté le budget primitif du lotissement de Couette-Billon pour un montant total en dépenses et en recettes de 559 872 euros. En section de fonctionnement de 100 005 euros. En section d'investissement, soit un montant cumulé de 659 877 euros. Il restera un lot à vendre au terme de l'exercice 2022. Il convient donc de réaliser une modification de ce budget annexe afin de pouvoir passer les écritures d'ordre budgétaire liées à la comptabilisation des stocks de terrain. Tout mouvement budgétaire confondu, cette décision modificative va porter l'inscription des crédits à un total de 714 483 euros en dépenses et en recettes. La section de fonctionnement. Cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 27 303 euros. Après décision modificative, le total de la section de fonctionnement s'élève à 587 175 euros. Les recettes
de fonctionnement sont proposés en augmentation de 27 303 euros. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert en section, plus 27 303 euros, stock de terrain en fin d'année. La section d'investissement. La présente décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de 27 303 euros. Après décision modificative, le total de la section d'investissement s'élève à 127 308 euros. Les dépenses d'investissement sont proposées en augmentation de 27 303 euros. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, plus 2 700 euros. Les recettes d'investissement sont proposées en augmentation de 27 303 euros. Virement de la section de fonctionnement, plus 27 303 euros. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget annexe 2022 du lotissement communal de Couette-Biande, tel que mentionné ci-dessus. De prendre acte que cette décision modificative porte la section de fonctionnement à 587 175 euros, la section d'investissement à 127 308 euros et que le budget annexe 2022 du lotissement Couette-Biande, toutes sections confondues, se porte donc à 714 483 euros en dépenses et en recettes. D'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toute pièce à intervenir. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Affaires générales et finances. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Compte tenu, Michel, autorisation d'engager et de mandater les dépenses en investissement avant le vote du budget primitif 2023. L'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans le cas où le budget d'une collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, l'autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement voté sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors remboursement de la dette et autorisation de programme dans la limite des montants déterminés dans le tableau récapitulatif présenté jusqu'à l'adoption du budget primitif 2023. Ok, la commission Affaires générales et finances a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Là, on va passer maintenant au tarif. Michel. Il est proposé au Conseil municipal de procéder à la révision annuelle des tarifs communaux, funéraires, location des immeubles, location et tarifs divers, location de matériel et barnum, programmation événementielle, salle Joubin, salle Gauguin, Claudel, Ferré et cuisine sous-sol médiathèque, salle espagnole, Agora, haute salle municipale, Fort de Pinfel, espace jeune, périscolaire, médiathèque. Il est proposé au Conseil municipal de valider les tarifs municipaux proposés dans les tableaux joints à la présente délibération. Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2023 et tant qu'ils n'auront pas été modifiés par une nouvelle délibération. Donc, il y a l'avis des commissions. Bon, les tarifs ont été présentés ont été présentés, je sais pas, en commission. Est-ce que vous voulez revoir les tableaux? Si vous voulez revoir les tableaux, on peut les revoir, hein, mais ça a été présenté en commission générale d'ailleurs. C'est bon? Bon,
L'avis des commissions, commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association, a vu le dossier. La commission affaires générales et finances. D'accord. Y a-t-il des questions? Oui. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, sur ce 5e point, nous devons délibérer sur les tarifs municipaux pour l'année 2023 dans un contexte de forte inflation. L'envolée des coûts impacte les ménages comme les collectivités. Rien d'étonnant dans ce contexte que vous proposiez une hausse des tarifs municipaux. Nous en profitons pour remercier les services de l'important travail réalisé. Monsieur le maire, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez arbitré ces changements tarifaires? Alors, il y a eu plusieurs... Voilà, vous avez fini? D'accord. Il y a eu plusieurs... Ben vous l'avez un peu énoncé quand vous avez évoqué votre question. Ben, il y a eu effectivement de l'inflation sur beaucoup de choses. Et on pouvait rester effectivement sur des bases en disant bon, on essaie de limiter au maximum. Alors beaucoup de choses ont été faites, regardées, consultées à l'extérieur. Sur beaucoup de choses, nous étions largement en dessous des moyennes, je dis bien en dessous des moyennes de communes qui sont à peu près de la même strate que nous, pour des services à peu près équivalents. Et je vous cache pas, ben oui, on a essayé de remettre les compteurs un peu au niveau, pas en étant dans l'opulence, tout simplement en essayant de retrouver des moyennes. Alors après, il y a eu des arrondis, hein, je me tourne vers Michel, mais on n'a pas non plus non, on n'a pas exagéré. On a bien précisé en commission, on était d'accord là-dessus, on a essayé d'être linéaire et puis de ne pas augmenter trop. Oui, ça a été expliqué. Bon, voilà. Donc moi, on est resté là-dessus. Voilà, moi je ne sais pas, je lis pas dans le mar de café, et donc je ne sais pas comment ça va se passer pour plus tard, mais on souhaite que tout ça se stabilise. Bon, quelques pistes d'orientation nous font comprendre que peut-être on est arrivé à un sommet, qu'on va recommencer à descendre. Mais je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Donc pour l'instant, on est parti sur cet tarif-là, qui va être répercuté effectivement. Hein. Ça aura un coût pour tout le monde, mais on a essayé de rester dans des bases raisonnables. Voilà. Autre question? Oui, chacun. On aimerait comprendre un peu mieux quels ont été vos choix. Est-ce qu'on pourrait avoir le tableau sur les tarifs de restauration? Bon, je continue. Donc, on peut prendre donc l'exemple des tarifs de la restauration scolaire. L'augmentation moyenne des tarifs proposés de 6,8%. Par rapport à 2022. Quand on entre dans le détail, on observe que cette augmentation est de 5%, c'est-à-dire 11 centimes d'euros pour la première tranche, le quotient familial le plus faible, tandis que pour la dernière tranche, l'augmentation est de 7,5%, c'est-à-dire 35 centimes d'euros pour la tranche la plus élevée. Ces choix nous paraissent cohérents, c'est une forme de solidarité, nous approuvons le fait que les tranches les plus élevées supportent davantage la situation. Ce tableau, en revanche, ne nous donne pas une estimation de l'augmentation de charges pour la commune. Ce tableau ne nous explique pas quelle part de ce surcoût est supportée par les usagers. Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire quel est le reste et comment vous imaginez le financer? C'est des cantines. Dans quelle mesure le contribuable en fera-t-il les frais? Dans quelle mesure le fonctionnement des services en sera-t-il impacté? Merci. Ouais. Suite à votre demande, l'autre jour à la commission, Charlène nous a préparé un tableau avec les augmentations annuelles. Donc la base de calcul n'était pas la même que celle qui avait été proposée par vous l'autre jour. Donc en fait, pour un quotient de 651 à 780, donc moyen, au moyen quoi, c'est 36 euros l'année.
Et donc la base de calcul, je crois que c'était dans les 7 ou 9 le mois, non, que l'autre jour. Ouais, le tableau qui était fait sur l'ordi, là. Ouais, ça dépend des bases de calcul. Ouais, mais elle a calculé sur 144 repas dans l'année. 144 jours d'école. 144 jours d'école. 144 jours Quelqu'un qui vient en permanence. Après, il y a ceux qui viennent occasionnellement. Et après, il y a tout, suivant les quotients. Après, voilà, il y en a la solidarité. Vous avez parlé de ça. Et voilà. On a répercuté. On ne peut pas non plus. On a eu le même discours aujourd'hui au département. Exactement la même question, le même teneur. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Ben, ici, on explique. C'est que les produits alimentaires, on a eu une demande des fournisseurs, Jean-Michel, de fournisseurs de matières premières, notamment de tout ce qui est produits légumiers, une augmentation entre 20 et 30% sur un marché qu'on vient de traiter, mais qui était revisable tous les 6 mois. Donc on va être obligé de le reviser là, dans ces jours-ci, pour les 6 prochains mois, semestriellement, et on va prendre 20 ou 30%. Donc on est obligé de répercuter une partie. Normalement ça doit s'équilibrer. Si tant est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, je fais la même réponse qui a été faite aujourd'hui au département, il y a l'action sociale qui travaille déjà pour les gens qui n'arrivent pas. Voilà. On ne va pas, aujourd'hui, la commune, sur l'aspect général, ne va pas faire le tampon. Mais par contre, il y a, et bien, c'est pas d'aujourd'hui, l'action sociale qui interviendra pour les familles qui sont plus en difficulté, même si on a essayé de faire une répercussion la plus faible possible pour les gens qui ont un quotient très faible et répercuter un peu plus pour ceux qui ont un quotient plus élevé. Voilà. Je crois qu'on essaye, on pourrait toujours trouver, ça pourrait être perfectible, mais je crois que c'était la meilleure proposition qu'on pouvait vous faire aujourd'hui, en espérant aussi qu'on n'aura pas encore une flambée des prix l'année prochaine, mais ça, là aussi, je ne sais pas. Voilà. Autre question? Il n'y en a pas? Oui. Oui, pour aller un petit peu plus loin, nous avions évoqué aussi en commission le fait qu'on ne connaissait pas les effectifs dans chaque tranche de QF. Ça a été fait ici, je crois. Et d'accord. Et on se demande. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien du tout. On pourra vous transmettre le tableau avec tous les nombres de gamins par catégorie, et voilà. Comme ça, vous aurez le détail et puis le montant financier que ça représente dans chaque catégorie. Parce que voilà, l'idée de fond, c'était que les QF n'ont pas, les tranches de QF n'ont pas évolué. Or, on comprend. Aussi, on les a fait évoluer il y a combien de temps les quotients? Il y a 2 ou 3 ans. Oui. On les a fait évoluer, on a élargi la gamme. Voilà, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que effectivement, avec la crise inflationniste, les ménages qui avaient un QF de 800 il y a 1 an et demi, qui ont un QF de 800 aujourd'hui. Nous, ce sont les données de la CAF. Hein. Nous, c'est elle qui nous transmet les quotients. Après, si les quotients évoluent, après ils nous transmettent et les gens changent de catégorie. Mais nous, on fait après on n'a pas allé dans les revenus fiscaux, c'est la CAF qui nous transmet dans quel quotient. Oui, mais la commune a la liberté. Les familles qui transmettent. Enfin, on demande aux familles qui la CAF transmet. C'est la municipalité qui fixe les tranches et qui répartit au sein des tranches. Donc, voilà, je me demandais. De la CAF. Bon. Voilà, donc les gens se situent dans une catégorie. Si l'évolution est positive, tant mieux pour eux. Si l'évolution est par contraire, ils changent de catégorie. Après, il faut justifier, quoi. Voilà. Est-ce que la question que j'amène, du coup, c'est est-ce que
la situation pourrait être étudiée dans une commission ad hoc pour faire en sorte que les tranches, les différentes tranches soient plus cohérentes avec la crise qu'on traverse aujourd'hui, Ouais. et faciliter, peut-être par exemple fusionner les 3 premières tranches qui se rapprochent vraiment, les 3 premières, les plus basses par exemple. Je dis ça, c'est un exemple. Mais voilà. Non, mais attendez. Ouais, mais Oui. j'ai eu la même réflexion que vous. J'ai eu la même réaction en disant, bon, comment on peut faire situation exceptionnelle? On essaye de regarder. Il y a une base qui fonctionne globalement en temps normal. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et est-ce qu'à chaque fois qu'on a une situation exceptionnelle, on doit tout changer pour modifier? Je reviens à dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je préfère qu'on se contente de ce tableau-là, qui manifestement fonctionne très bien en situation normale, et que dans la situation exceptionnelle, on abonde. Et par le CCAS, qui joue son rôle à plein pour apporter sa contribution pour les gens qui sont vraiment en difficulté et qui viendront nous voir de toute façon, ou qu'on verra d'une manière ou d'une autre, et quand il y a des gamins, les gens n'hésitent pas à venir nous demander. Mais moi je parie toujours qu'on retrouve une situation normale, j'espère, hein, on ne va pas rester en crise comme ça pendant des années. Je pense que la situation va se stabiliser. Et là, on va retourner, notre tableau refonctionnera à plein, mais n'allons pas casser un système parce que situation exceptionnelle, on voudrait dire, allez, il faut changer les coefficients, il faut regrouper ceci, cela. Je sais que c'est pas facile, mais je préfère garder cette lecture-là et adresser vers le CCS. Anne, c'est ça, hein? Juste pour préciser, pour l'instant, le CCS, les demandes n'explosent pas. On est tout à fait stable comme les années précédentes. On se dit que peut-être en début d'année, quand il y aura eu les factures d'énergie, mais à ce moment-là, on fera un point et on verra. Mais le CCS est tout à fait au courant de tout ce qui se passe, donc on vous tiendra au courant. Ok. Autre question? Oui, vas-y. On avait l'intention de s'abstenir parce que autant la plupart des augmentations tarifaires ne souffrent pas de contestation, autant sur les tarifs de la restauration, peut-être un peu mieux étudié en commission. Puis si vous vous engagez à nous fournir les différents éléments dont on parlait là, les années suivantes, donc on pense que ça ira dans le bon sens. En conséquence, on votera pour sa délibération. Ok. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Y a-t-il comment? Ah oui, avis des commissions. Pardon. Commission. Culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport. Affaires générales et finances. D'accord, merci. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. On continue. Là, c'est Mathieu sur les subventions aux associations sportives pour frais de déplacement hors ministère. Le club des Archers de Kéroual a sollicité la collectivité afin de bénéficier d'une aide aux frais de déplacement suite à la participation de 2 équipes au championnat de France de tir à l'arc en extérieur jeune à Rion cet été. Après étude de dossier, une étude d'un montant de 1 515,34 € est à verser à l'association. Pour information, il est porté à la connaissance du conseil municipal que l'association a perçu en cours de l'année 2022 une subvention de fonctionnement d'un montant de 648,50 € et aucune autre subvention n'a été versée. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement de cette subvention pour frais de déplacement. Bien, merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. Des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions, unanimité, merci. Le point suivant, il s'agit d'un groupement, d'adhésion de Brestem SPL et de Brestem GIE
au groupement de commandes, alors dès qu'on a comment dire des gens qui veulent revenir adhérer à ce groupement de commandes, on est obligé de passer devant toutes les instances qui sont déjà adhérentes. Alors je vous les cite pas, il y a toute une liste avec notamment les communes de la métropole, sauf Guy Pavat. Et après, c'est tout la maison commune autour de Brest Métropole. Et donc, il est demandé d'autoriser l'adhésion à ce groupement de commandes de ces deux structures que je viens de vous citer. Donc, voilà. Donc, y a-t-il des questions sur cette demande? Il est proposé au Conseil donc d'autoriser l'adhésion à ce groupement de commandes. Il n'y a pas de questions. Alors, qui c'est qui a vu la commission administration générale? D'accord, merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Ensuite, c'est la motion sur les finances locales à l'initiative de l'Association des maires de France. Alors, on revient effectivement à ce qu'on disait un peu tout à l'heure dans le cadre d'une situation exceptionnelle. Donc l'Association des maires de France nous demande de les appuyer, que la ville de Guilherme les appuie pour l'adoption donc d'une motion pour l'adresser bien sûr au gouvernement. Alors les positions qu'ils nous demandent de suivre, c'est d'indexer la DGF sur l'inflation 2023. Parce qu'on est loin du compte des dotations, de maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix de la consommation de novembre 2022, qui se situe à 6,8% estimé. On ne sait pas aujourd'hui dans quel va être il y a des bruits qui courent, mais pour l'instant on n'en sait rien. Il y a aussi la suppression de la CVAE, que nous ne touchons pas, mais que la métropole touche, donc aussi de renoncer à cette suppression, puisque ça serait une pression fiscale qu'on devrait apporter en plus sur nos citoyens dans nos collectivités, de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale, alors de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement, d'acquisition de terrain dans l'assiette du FCTVA. C'est vrai qu'il y a des choses où on fait, on paye la TVA, mais on ne la récupère pas. De rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL, ça c'est des choses qu'on fait régulièrement, que l'on demande au gouvernement, mais c'est toujours des dossiers complexes et après il y a une liste et puis il y a un volume qui se réduit, donc effectivement on n'est pas tous éligibles. Donc et surtout sur le projet énergétique, la crise énergétique, il faut créer un bouclier énergétique d'urgence pour plafonner un prix d'achat d'électricité pour toutes les collectivités locales, parce que vous, individuellement, vous l'avez, mais nous aussi, on l'a. Permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière des nouveaux contrats de fermeture d'énergie. Alors, lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très favorables, ce n'est pas notre cas à la métropole, mais là, on parle pour toutes les communes de France. Et certaines, je peux vous dire, nous, on vient de voter pour le contrat, le groupement de commandes, on a une chance, c'est qu'on a un groupement de commandes 2022-2023 très intéressant. Mais ceux qui sont avec d'autres structures, dont je tairai le nom, je peux vous dire que ça va par 2, par 3, par 4. Certains, l'excédent de fonctionnement, il va partir tout de suite pour payer les factures d'électricité. Donc, ça va être un gros problème. Et donc, voilà. C'est essentiellement les grandes lignes. Donc, on est très préoccupés. L'association des maires du Finistère, associée à l'association des maires de France, est très préoccupée et donc demande aussi d'intervenir et d'appuyer cette motion que moi je vous demande de voter aussi ce soir pour qu'on soit solidaires entre nous pour obtenir des aménagements de l'État qui, s'ils ne prennent pas ces décisions-là, vont peser très lourd sur nos collectivités. Voilà la motion que je vous propose. Donc, je ne sais pas du tout qui c'est qui l'a vu. La commission affaires générales et finances a vu le dossier. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité.
Merci. Délibération numéro 9. Mathieu, convention d'objectifs et de moyens avec l'association d'animation de gestion de l'Agora. Alors, il y en a qui doivent sortir, y compris moi-même, donc je donne la présidence au troisième Michel, deuxième adjoint. Donc, Mathieu. C'est bon. Renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens, commune de Gullière, association d'animation et de gestion du centre socio-culturel Agora. Il convient de renouveler la convention d'objectifs et de moyens liant la commune à l'association d'animation et de gestion du centre socio-culturel Agora, arrivée à échéance dans le cadre du nouveau projet social approuvé par la CAF et mis en œuvre depuis le début de l'année 2022. L'écriture de la présente convention a été réalisée en concertation avec l'association. Outre l'intégration de la cybercommune dans la convention générale, car indissociable de la également modifiée. Le financement sur poste des animatrices cybercommunes et familles seront calculés sur la base de 75% d'un équivalent temps plein et plafonnés à 50 000 euros. Le montant de la subvention sur projet est plafonné à 12 800 euros, tel que décliné dans le tableau de financement annexé. Conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2023, cette convention couvrira la durée du projet social 2022-2025. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer. On peut avoir l'avis des commissions. Il y a donc la commission culture, animation, jeunesse et éducation, enfance et sport. La commission affaires générales, c'est toi. Avis favorable. Affaires générales, avis favorable. D'accord. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? Donc, c'est adopté. Bien. Donc là, c'est Mathieu, toujours sur la convention d'objectifs et de moyens de l'école de musique. Donc également, il convient de renouveler la convention d'objectifs et de moyens liant la commune à l'école de musique et de danse pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. Les modifications de la convention portent sur le financement dans le cadre de la section musique de la pratique de 2 instruments. Le montant de forfait voté par le conseil municipal sera doublé et plafonné à 10 élèves. Et sur le financement de la section théâtre, selon le même mode de calcul que la section danse, est plafonné à 50 jeunes. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire ou le représentant légal à la signer. Merci. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport et dissociation a vu le dossier. Commission affaires générales et finances. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Vous pouvez leur demander de revenir. 10. Isabelle, la CTG, Convention territoriale globale. La commune, dans le cadre de ses actions en direction de l'enfance et de la jeunesse, développe un partenariat de longue date avec la Caisse d'allocation familiale, qui se traduit notamment par le contrat enfance-jeunesse. Le dernier contrat, validé par la délibération CM 2019-99 du 19 décembre 2019, couvrait la période 2019-2022. Il arrive donc à terme le 31 décembre. Dans sa convention d'objectifs et de gestion 2018-2022, signée avec l'État, la Caisse nationale d'allocation familiale a programmé l'extinction des CEJ au bénéfice de la création des conventions territoriales globales,
en couvrant un territoire plus large que celui des communes. La CTG est une démarche partenariale qui traverse toutes les missions et champs d'activité de la Caisse d'allocation familiale. Les financements associés à la CTG remplacent au fil de leur renouvellement les contrats enfance-jeunesse. La CTG peut couvrir les domaines d'intervention suivants: petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. La CTG constitue un levier stratégique et synthétise les compétences partagées par la CAF et les collectivités locales et constitue un cadre politique d'une durée de 5 ans qui vise à s'accorder sur un projet social de territoire adapté aux besoins des habitants sur la base d'un diagnostic partagé, définir des orientations et objectifs partagés dans le cadre d'un plan d'action. C'est pourquoi, dans la perspective d'intervenir en cohérence avec des orientations générales au plus près des besoins du territoire, la CAF du Finistère et les 8 communes de la métropole brestoise, Board, Brest, Gouesnou, Guilher, Guipava, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel et Plouzané, souhaitent conclure une CTG pour renforcer leurs actions sur les champs d'intervention partagés. La présente convention visait à définir le projet social global du territoire ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Elle a pour objet identifier les besoins prioritaires sur le territoire de la métropole brestoise, de définir les champs d'intervention et privilégier au regard de l'écart l'offre et le besoin, de pérenniser et d'optimiser l'offre des services existantes par une mobilisation des cofinancements, de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services existants. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention territoriale globale entre la Caisse d'allocation familiale du Finistère et la ville, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfants, sport, association a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. Il y a des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Convention de partenariat avec la Poste, Sophie Guévache. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, vu la loi numéro 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment ses articles 2 et 6, vu la délibération 2022-07 du 27 janvier 2022 approuvant le principe de création d'une agence postale communale, vu l'avis du comité technique en date du 30 novembre 2022 portant sur la création de ce nouveau service municipal au 15 mars 2023, vu le projet de convention annexé. Dans un souci de conserver ce service public de proximité et suite aux différents échanges avec les services de la Poste sur le devenir du bureau de poste, il apparaît nécessaire de continuer à proposer aux habitants un certain nombre de produits ou services postaux qu'il paraît essentiel de pouvoir offrir dans un contexte de proximité. L'agence postale communale s'intégrera dans une offre de services complémentaires sur la commune. La collectivité met à disposition les locaux où sera accueillie cette agence postale communale et le personnel qui sera amené à gérer les services et les prestations de la Poste, en contrepartie d'une indemnité compensatrice mensuelle, révisable annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. La Poste apporte également un soutien technique et mobilier. L'agence postale communale s'intégrera dans l'accueil actuel de la mairie. Pour ce faire, un projet de réaménagement de cet espace débutera en début d'année. Les personnels intervenant sur cette agence postale communale seront des agents communaux redéployés sur ce service. Les termes de la convention de partenariat ont été discutés pour définir les conditions de la gestion et du fonctionnement de cette agence postale communale, de même que les prestations qui y seront proposées, les responsabilités et les conditions de formation du personnel communal affecté à cette mission. Les modalités sont détaillées dans la convention de partenariat annexée à la présente délibération et qui vous a été transmise. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les conditions de la convention de partenariat annexée à la présente délibération
en vue du maintien d'une activité postale à Guilher et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention, ses annexes et ses éventuels avenants. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Ah, c'est en plénière. Toutes les commissions sont citées ici. OK. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, monsieur le copain. C'est une intervention. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, permettez-moi de rappeler rapidement la genèse du dossier. Fin 2020, la Poste prévient monsieur le maire qu'elle envisage la fermeture du bureau le jeudi, compte tenu de la baisse de fréquentation. La majorité, je cite, prend les devants et amène le sujet d'une fermeture du bureau au profit d'une agence postale communale, APC. La décision du conseil municipal de janvier 2002 acte l'entame des discussions pour cadrer l'éventuelle création de l'APC. Depuis, aucune information à destination des élus, ni des guilhériens inquiets, ni aucune consultation sur les attentes des citoyens concernant ce service public auquel les habitants sont très attachés. De plus, à notre connaissance, la Poste n'a pas fait de saisine écrite comme le prévoit le contrat de présence postale. En résumé, la création de l'APC est à l'initiative de la municipalité, reconnaît l'adjointe en charge du dossier en commission ce lundi, pour anticiper et améliorer le service rendu, dit-elle. En l'absence d'arguments solides, nous nous sommes demandé quels sont les intérêts de cette APC pour l'usager, pour la mairie, pour le contribuable local et enfin pour la Poste. 1. Pour l'usager, il y a 2 entrées, les horaires et les services. Les horaires, 27 heures d'ouverture pour le bureau de poste contre 24 pour l'APC. Seul avantage, une ouverture d'une demi-heure supplémentaire le lundi et vendredi jusqu'à 17 heures, ainsi qu'une plus grande présence pendant l'été. Les services, vous nous assurez qu'ils seront les mêmes. Nous en doutons. C'est pourquoi nous avons demandé en commission un comparatif des services rendus en bureau de poste d'un côté et ceux rendus en APC de l'autre. Nous n'avons rien reçu depuis. 2. Pour la commune. Donc, perte d'un loyer de 1 900 € mensuel payé par la Poste pour ses locaux actuels. Il y a les coûts liés au personnel nécessaire pour exercer les missions, sans compter les coûts indirects d'organisation du service et les frais généraux. Et les 30 000 € de reste à charge pour les travaux d'adaptation et de rénovation de l'accueil. 3. Pour le contribuable, une partie de ses impôts locaux serviront à financer l'activité, alors que le contribuable finance déjà via ses autres impôts les services de la Poste en général, paiera donc 2 fois. Et 4. Pour la Poste, économie du loyer mensuel et d'un personnel et des frais RH d'organisation de service. Il y a les 30 000 € de participation aux travaux et les un peu plus de 1 000 € mensuels de participation aux frais du service de l'agence postale communale. Donc, à première vue, la Poste sort gagnant de cette restructuration, à moins qu'on ne nous ait pas tout dit. Enfin, dans un contexte où le budget, vous l'avez dit, monsieur le maire, de la commune est contraint par la dette, par le désengagement de l'État, par la crise inflationniste, où les services ont déjà beaucoup de travail, est-il bien raisonnable de se substituer à la Poste dans l'exercice de ces missions non rentables? Dans de nombreux secteurs, le service public est déliquescent. La commune a-t-elle vocation à suppléer les entités en charge de ces services? Aurons-nous bientôt des guichets CAF, un pôle emploi à la mairie, assurés par des agents communaux? Sérieusement, nous pensons que la municipalité, la commune, devrait plutôt centrer ses efforts financiers, matériels et humains sur ses missions propres et d'avenir. Voilà notre position. Nous votons donc contre. Merci. Sophie, réponse. Je vais vous répondre sur plusieurs points. Quant à la genèse de ce projet de création d'APC, on a eu de nombreuses interpellations avec la Poste sur une baisse de la fréquentation au niveau du bureau de Guilher, provoquée par un changement de pratique. Vous pouvez le nier. Face à cette potentielle baisse annoncée d'ouverture d'accueil en janvier 2022, il a été proposé au vote du conseil municipal une délibération portant sur la potentielle ouverture d'une agence postale communale. Cette délibération, comme l'avait précisé monsieur le maire, avait pour but de travailler sur le projet. Cette délibération de janvier est donc le signe que nous avons travaillé en toute transparence vis-à-vis de vous et des Guilhériens. En effet, nous aurions pu nous contenter de vous présenter la convention de partenariat avec la Poste, mais nous n'avons pas fait ce choix-là.
Alors oui, nous avons fait le choix d'anticiper la fermeture ou de nouvelles diminutions d'horaires, si vous souhaitez l'interpréter comme cela, mais uniquement afin de ne pas laisser les conditions d'accueil se détériorer. Nous avons fait le choix de garantir un service de proximité de qualité pour les Guilariens. Nous souhaitons que l'ensemble des services indispensables tels que acheter des timbres, envoyer, retirer des colis, envoyer des recommandés, retirer un colis, restent accessibles aux Guilariens. L'agence postale communale, APC comme vous la nommez, réalisera 90% des opérations actuellement faites par la Poste. Uniquement moins sur les prestations bancaires, qui ne sont plus déjà assurées par la Poste guilérienne depuis 2 ans. Je précise que l'ensemble des services sont déjà détaillés dans l'article 2 de la Convention. Et je vais me permettre de mettre en avant les points positifs de l'ouverture de cette APC. Vous parlez des horaires, effectivement, des possibilités d'évolution en termes d'ouverture. C'est une hypothèse de démarrage de 24 heures d'ouverture hebdomadaire avec des agents titulaires. Nous avons la possibilité d'augmenter les plages horaires si le besoin s'en fait ressentir. Nos services savent s'adapter et anticiper. Il nous paraît plus judicieux d'augmenter que de devoir baisser les plages d'accueil. Une garantie de confidentialité. Le réaménagement de l'accueil de la mairie, intégrant l'APC, assure une meilleure confidentialité qu'au bureau de poste actuel. Un fonctionnement sécurisé. 3 agents prévus sur ces missions pour une organisation qui permettra de pallier aux absences et s'assurer la continuité du service public. Nous avons voulu éviter des fermetures intempestives, comme nous avons pu en connaître au bureau de poste tout au long de l'année. Nous nous appuyons sur 3 agents titulaires. Nous n'avons pas fait le choix de la précarité en recrutant des agents contractuels. Une intégration de l'APC au sein des services communaux actuels. L'organisation proposée ne dégradera pas le niveau de service de l'accueil de la mairie, puisque le service d'accueil n'a pas été dépouillé. De plus, j'ajoute qu'un point additionnel sera prochainement ouvert dans un commerce, ce qui permettra aux Guilériens d'avoir une amplitude horaire plus large encore pour l'accès aux services de la Poste. Quant à la communication sur la mise en place de ce nouveau service, celle-ci se fera suite à ce conseil municipal par nos canaux habituels, dont un article détaillé dans le prochain Guilermail. La Poste seul gagnant, je ne crois pas. Notre intérêt est les Guilériens et non pas l'intérêt de la Poste. D'autre part, je tiens à saluer le sérieux et le travail abouti effectué par les agents avec qui j'ai eu plaisir à travailler sur ce projet. Les agents sont au service de la collectivité et des élus. Nos agents travaillent sérieusement et font preuve d'un souhait de transparence. Il est indispensable de faire preuve de respect et de leur permettre d'évoluer dans un climat serein et bienveillant. En conclusion, oui, nous avons fait le choix d'être proactifs et de travailler main dans la main avec nos agents, avec comme cap que ces projets bénéficient aux Guilériens. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? Bon, on va passer au vote, puisque je n'ai pas l'intention de débattre. Tout est dit. Chacun restera campé sur ses positions. On a fait un choix, et je ne regrette rien du choix qu'on a fait. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. On continue. Modification du tableau des effectifs. Michel. Dans le cadre du statut général de la fonction publique territoriale, des statuts particuliers des différents cadres d'emploi, il sera proposé au conseil municipal de modifier les grades ou cadres affectés aux emplois de certains services. Ceux-ci correspondent à l'évolution de l'organisation et des compétences au sein de la collectivité et une mise à jour du tableau des effectifs.
Ils font suite essentiellement à des départs à la retraite et à une mutation externe, vu l'avis du comité technique du 30 novembre 2022. Donc le tableau est affiché. Le premier tableau, donc c'est plutôt une mise à plat de ce tableau-là, enfin du tableau général, avec la suppression de certains postes. Et après, donc la deuxième partie, c'est les renouvellements. Donc avec des suppressions de grades. Donc pour la première colonne, c'est donc les services techniques, avec un adjoint technique principal de première classe à temps complet qui va être supprimé, et la création de grade, donc adjoint technique principal, première classe à temps complet. Donc ça, c'est au 1er janvier 2023. La deuxième, donc c'est adjoint technique principal, deuxième classe, avec 24/35e, et la création d'un poste, adjoint technique à adjoint technique principal, première classe à temps non complet, 24/35e. Donc ça, c'est dans les écoles. Et c'est au 1er janvier 2023 également. Et la dernière, donc suppression d'un animateur principal première classe à temps complet à compter du 17/2/2023. Et la création d'un animateur ou rédacteur à animateur principal première classe à rédacteur principal première classe à temps complet. Donc ça, c'est dans le service administratif de la mairie. Et là, ce sera au 1er février 2023. Merci. La Commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'unanimité, merci. Michel, toujours l'action sociale en faveur du personnel communal. Les prestations à destination des agents de la ville de Guilherme sont encadrées par une délibération du 19 décembre 2013. Les prestations proposées visent à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles pour permettre l'évolution des prestations, nature et montant. Il est convenu que le contenu de cette délibération soit soumis chaque année au conseil municipal. Si vous le souhaitez, il y a un tableau qui est en annexe, si vous voulez qu'on vous le présente. On l'a vu en commission. D'accord. Bon, donc il est proposé au conseil municipal de révaloriser le montant des prestations versées par la commune dans le cadre de l'action sociale 2023 sur la base des prestations interministérielles 2022. Merci. La commission lien social a vu le dossier. Affaires générales et finances. Il y a des questions? Il n'y en a pas? On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? L'unanimité, merci. Le point suivant, c'est désignation d'un correspondant incendie et secours. Donc c'est moi qui présente. Donc la loi Matras du 25 novembre 2021 consolide le modèle de sécurité civile. Donc parmi les nombreuses mesures, nous sommes dans l'obligation de désigner un correspondant incendie et secours dans chaque conseil municipal. Donc la disposition a été mise en œuvre par décret 1091 en 2022 du 29 juillet aux modalités de création d'exercice de la fonction du conseiller municipal correspondant incendie et secours. Donc il faut qu'on nomme un responsable et comme déjà nous avions un adjoint à la sécurité et aux travaux, je propose donc au conseil municipal de nommer Gilbert Quintel donc à ce poste-là de correspondant incendie et secours. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Mais oui, mais... Bon, moi je ne comprends plus rien dans tout ce qui est déport, redéport, on ne sait plus. Enfin bref. Le point suivant, c'est une délégation générale d'attribution au conseil municipal au maire, information. Le conseil municipal est informé des décisions prises dans le cadre de la délégation générale du conseil municipal au maire, article L 2122-22 du CGCT, délibération numéro 2022-51 du 7 juillet 2022, à savoir
Numéro de la décision 2022-11-1, décision de déclaration sans suite du projet de chaudière à bois. Besoin à redéfinir, notamment en raison de la très forte augmentation du prix des granulés à bois. Décision 2022-11-2, renouvellement de la mise à disposition à titre précaire et révocable d'un logement communal à la maison des associations. Numéro de décision 2022-11-3, avenant numéro 1 à la convention d'adhésion à l'association Énergence, accompagnement de la commune pour répondre aux obligations prévues par le dispositif éco-énergie tertiaire pour 2022, montant de la cotisation exceptionnelle liée à cet avenant 380 €. Décision numéro 2022-11-4, fixation du tarif de location et convention d'occupation du logement aux 13 places de la Libération à hauteur de 300 €. Décision numéro 2022-11-5, passation d'avenant pour les 8 lots de fourniture de denrées alimentaires. Dans le cas où l'entreprise titulaire de l'accord cadre ne pourrait fournir un produit commandé, celle-ci informera par mail la collectivité sous 2 jours ouvrés maximum à compter de la réception de la commande, en fournissant une attestation d'incapacité à livrer les produits concernés dans le et ou au prix contractuel. Sans cette attestation, les pénalités de retard seront systématiquement appliquées. La réception de l'attestation d'incapacité dûment établie et justifiée vaut annulation de la partie de la commande concernée. Les produits non livrés de cette commande pourront, dans ce strict cadre, être achetés à un autre prestataire sans remise en cause du présent contrat. L'attestation ne vaut que pour la commande concernée. En cas d'incapacité pour une commande ultérieure, l'attestation doit être fournie à nouveau, même s'il s'agit du même produit. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association. La commission a pris connaissance du dossier. Il y a des questions? Il n'y en a pas. Pardon, il y avait le lien social, excusez-moi. Vu le dossier? Et affaires générales et finances. D'accord, il y a des questions? Bon, c'est juste une information. Hein. Voilà. Autre information que je voulais vous présenter. Le conseil municipal est informé que suite à un changement d'état civil, le tableau du conseil municipal, donc a priori annexé la présente information, donc va changer. La commission municipale a été présentée et la désignation des conseils municipaux au conseil d'administration de l'école de musique aussi. Donc ceux-là sont concernés. Il conviendra de remplacer M. Antoine Audouard par M. Antoine Leporce. Et il faudra aussi changer son... D'accord. Il fallait voter au conseil d'abord, parce que si on n'acceptait pas, on peut regarder. Je plaisante bien sûr. Commission urbanisme, aménagement et développement durable. Culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association. Lien social. Affaires générales et finances. Bon, pas de souci. Je pense. On va te modifier ton nom dans les... D'accord. Alors, ensuite, c'est le rapport annuel sur l'eau potable et l'assainissement. Alors, vous avez eu sans doute... le rapport est consultable façon en mairie. Et donc, vu le Code général des collectivités territoriales... comment ? Pas de chocolat. Donc, on rappelle que le maire rappelle les articles. Bon, ben, L1411-13, L2313-1, L2224-5, L5211-39 du Code général des collectivités. Il faut présenter le rapport, donc annuel du prix de l'eau et des services publics, de l'eau potable et de l'assainissement au conseil municipal. Donc, et là, on parle de l'exercice 2021. Donc, la création, donc on rappelle la création de la société publique locale Eau du Ponant,
qui est devenu exploitant au 1er avril 2012 du service eau potable et de l'assainissement, et à ce titre exploite les réseaux d'eau et d'assainissement de la communauté urbaine de la métropole, finance et réalise des travaux neufs et de renouvellement, et gère leurs relations avec les usagers. Ces sociétés publiques, pour un rappel, est associée au syndicat d'eau potable du Chenal du Four, de Kermorvan, de Landerneau et Brest Métropole. La SPL du Podon régit les règles du droit privé, exploite désormais les réseaux de ces territoires du service public par le biais d'un contrat de concession pour une durée de 99 ans. Donc il y a une synthèse concernant l'eau et l'assainissement qui sont jointes à la délibération. Alors voilà, vous avez le tableau, je ne vais pas vous faire le détail, voilà, le territoire, vous connaissez, c'est exactement le même rapport tous les ans, si ce n'est que certainement en 2023, en fin 2023, quand on présentera le rapport, il y aura des modifications, parce qu'on va sur des gros investissements, et sans doute aussi, il y aura des évolutions, pour présenter le rapport 2022, sur le prix de l'eau. Mais c'est un peu comme ce qu'on discutait tout à l'heure, et exactement aussi pour l'assainissement, il y a des gros chantiers, des gros projets d'investissement qui vont être à faire. Bon, sur la commune, dès qu'on a des travaux et des raccordements, des fois vous voyez, d'ailleurs ça va se faire là, il y aura la rue Charles de Gaulle sera bloquée pendant malheureusement une quinzaine de jours parce qu'on va changer les grosses des canalisations qui sont usagées et on va mettre des nouvelles, c'est normal, et tant qu'à creuser, on revoit tous les réseaux. Donc voilà, il y aura des travaux encore sur la commune, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et je dirais que le rendement aujourd'hui, parce que quand on pompe de l'eau à Pont-Arblède et quand on arrive dans les robinets, il y avait une perte en ligne, il y a beaucoup de casse. Alors, Guilherme n'a pas trop à se plaindre de ça, mais notamment à Brest, il y a beaucoup, dans le secteur brestois, la ville vieille qui n'a pas été renouvelée, il y a beaucoup de casse. Et aujourd'hui, les rendements améliorent entre le moment où on pompe et le moment où on distribue. Le but, c'est d'améliorer tout ça, pour des raisons bien sûr techniques, mais aussi écologiques, parce que la pomme, quand l'eau est pompée, si on la remet dans la terre, elle est traitée en plus. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Le rapport sur l'eau, il est accessible à tout le monde. Donc voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Il n'y en a pas. C'était juste une information. Et le rapport d'activité 2021 de Brest Métropole, Anne-Sophie? Comme tous les ans à la même période, une présentation succincte qui vous a été jointe en annexe du rapport d'activité de Brest Métropole est faite aux membres du conseil municipal. Le rapport est consultable en mairie, je crois qu'il nous a même été envoyé. Je vous fais la petite présentation. Alors, on voulait on va faire vite, de toute façon. J'ai froqué. Non, juste. Je vais prendre mon temps, alors. Donc, on voulait vous rappeler quelques chiffres importants et quelques points clés au niveau de la métropole. Je rappelle que c'est 2021. Des chiffres clés, la superficie de la métropole, presque 22 000 hectares, 214 000 habitants. Vous avez les effectifs aussi sur les agents de la métropole. Ensuite, au niveau du budget, c'est important de se rappeler en dépenses 381 millions d'euros et à peu près pareil en recettes. 293 millions en fonctionnement, en dépenses et 88 en investissement. C'est important d'avoir ces ordres de grandeur. Ensuite, sur le PLU, comme tous les ans, a subi quelques évolutions, une procédure de modification simplifiée, une procédure de modification du droit commun qui est faite au cours de l'année, une mise à jour réalisée en juin 2021. Faut savoir que le PLU va subir de gros changements suite à la mise à jour du SRADET et du SCOT sur sa prochaine révision générale. Ensuite, sur les dynamiques urbaines. En 2021, 1631 logements ont été autorisés sur la métropole, sachant que l'objectif fixé par le PLU est de 1300 logements par an. Et donc cet objectif a été atteint sur les dernières années. Ça s'explique notamment sur le logement collectif en hausse. Donc il y a eu plus de 500 logements en résidence senior sur Brest. 87% des 10 logements se situent en zone de renouvellement urbain. C'est aussi important de le noter, ce qui signifie que l'objectif minimum du PLUI de 40% et a été atteinte pour la 8e année consécutive.
Ensuite, sur la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. On en avait parlé l'année dernière. Pour le 2019, c'était le tout début. 2020, ça a commencé à se mettre en place. Et 2021, on a 55% qui ont été des demandes qui ont été déposées en ligne. Ce qui facilite grandement le travail ensuite pour l'instruction. Ensuite, je voulais aussi vous parler de la gestion de la relation aux usagers. Pour tout ce qui concerne l'espace public, il y a une plateforme en ligne de la métropole qui est disponible donc, pour tous les usagers et dès qu'il y a un lampadaire en panne ou ce genre de choses, les usagers peuvent eux-mêmes le déclarer. Tout est référencé et nos services travaillent également avec ce système-là. C'est-à-dire à chaque fois qu'un usager vient en mairie ou appelle pour dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui est cassé ou que sais-je, c'est par ce système-là qu'on communique avec la métropole. Ensuite, la politique couleur. Vous avez vu à Brest, on voit les maisons qui se colorent. Les immeubles aussi, il ne faut pas oublier que Guilher est aussi éligible. Ensuite, je voulais vous parler de la plateforme Tinergie. C'est la plateforme de rénovation énergétique du Pays de Brest. Aujourd'hui, si les gens ont la moindre question sur la rénovation de leur logement, c'est important de passer par là et de ne pas écouter les démarchages. Surtout actuellement, vous êtes sûr d'avoir un conseil sécurisé et sûr. Ensuite, le fonds de solidarité pour le logement. Faut savoir que la métropole finance une partie de ce fonds de solidarité et donc pour les personnes qui ont du mal à payer leur loyer, leurs factures, ils peuvent demander de l'aide à ce fonds. Sur ce point, nous avons demandé à Énergence, via son service de précarité énergétique, de venir sur la commune de Guilher en début d'année pour répondre aux questions sur les factures d'énergie et ils seront accompagnés par le FSL justement pour éventuellement aider les gens s'ils ont des difficultés à payer leurs factures. Ensuite, pour les mobilités, le TCSP, donc vous avez vu que ça a avancé. 2021, la maîtrise d'ouvrage a été passée à BMA SPL et donc les choses ont continué à bien avancer cette année. Ensuite, on va peut-être pas vous faire le détail de tous les travaux qui ont été faits sur la commune, puisque 2021, ça commence à dater un peu, il y a eu beaucoup de choses depuis. Le rapport a été transmis, je vous dis. Oui. La fibre, on vous a montré l'extension sur la métropole. Après, je pense que la plupart des choses, vous les avez vues. Les travaux. Ok. Oui, après, je vais peut-être pas aller tout dans le détail non plus. Hein. Les opérations de renouvellement urbain, donc la métropole, comme on en parlait tout à l'heure. Oui, si je commence, je ne m'arrête plus. C'est que c'est long à résumer. Hein. Bon, allez, j'arrête. Non, mais et je remercie Mme Breton de nous avoir fait ce petit document synthétique. Très bien. Alors, même s'il n'y a pas de vote, il y a les commissions qui ont vu le dossier, urbanisme, aménagement, développement durable. Commission affaires générales et finances. D'accord. Bon, voilà, le rapport est accessible, si vous voulez le parcourir. Voilà, on a, épuisé l'ordre du jour. Y a-t-il des questions diverses? Oui, j'avais une petite question. On a vu que le projet chaudière là à Châteaubriand est sans suite, donc espérons que ça soit fait en 2023. À Cargomar, il y a eu le même souci, avec la chaudière qui déconnait et qui a été réparée. Est-ce que vous avez prévu de prévoir au budget au budget 2023 le montant nécessaire au remplacement de la chaudière ou à un projet plus ambitieux? Alors, je vais laisser Michel Cadour, qui est adjoint aux grands travaux. Alors, sur l'aspect, tu réponds sur l'aspect peut-être technique, qu'est-ce qui s'est passé?
quand la chaudière a été remise en route pour Pauline Kergomar. Pareil que pour celle-ci, effectivement, aussi. Vas-y, Michel. Oui, quand la chaudière a été remise en route, il y a le bloc de chauffe qui a lâché. Après, il y a d'autres pièces à suivre je vous ai expliqué l'autre jour, qui ont lâché également. Et puis là, donc, elle est bien repartie maintenant. Hier matin, j'étais là-bas avec une entreprise parce qu'on a un autre souci, c'est qu'il y a des radiateurs qui ne chauffent pas. Et c'est là le problème. Donc, on a monté la puissance et on l'a mise en manuel. Donc là, ça va mieux. Donc, il y a les radiateurs qui ne chauffaient pas chauffent, mais on a quand même conservé les radiateurs additionnels qu'on avait ajoutés parce qu'on n'arrive pas à la chaleur qu'il faut. Cet après-midi, j'ai fait un point avec le chauffagiste et il est allé voir. Il a vu le directeur, il lui a expliqué la situation. Et lundi, il revient. Il va donc essayer de désembouer tout le circuit la semaine prochaine. Là, on a 15 jours devant nous. Donc, on va essayer vraiment de désembouer pour que l'eau passe efficacement. Parce que là, elle est bloquée à un endroit et il n'arrive pas à trouver comme ça. Donc ensuite, pour répondre à l'autre question, on va être obligé je pense, de la prévoir au budget de l'année prochaine aussi, la chaudière. Ça, pour l'instant, on va prévoir, mais aujourd'hui, on n'est pas dans le budget. Ouais. Mais on est dans la réflexion d'abord. Parce que moi, c'est toujours pareil. On fait des structures, on fait appel à des chauffagistes pour une structure d'école. On rajoute des morceaux. Mais la chaudière reste la même et la section de tuyau au début, je suis pas chauffagiste, mais il n'y a pas besoin de faire s'assier pour comprendre. Et on rajoute des morceaux. Quand ça fonctionne bien, tout va très bien. On arrête. Quand il faut redémarrer, l'eau s'est un peu oxydée, ça fait de l'embout. Alors, moi j'attends, il y avait 3. Il y a soit qu'on met une deuxième chaudière et en couple, soit qu'on fait un désembouage, et je pense qu'il faut le faire de toute manière. Deuxième, on peut mettre des accélérateurs en relais pour rebooster l'eau, parce qu'en fait, c'est tous les extrémités qui ont du mal à chauffer. Bon, on est tombé juste à la mauvaise période où il faisait froid. Je m'en excuse, mais on a eu l'occasion de le faire déjà aux parents, par courrier, par l'école. Mais c'est vrai que ça s'est mal tombé dans une période de froid comme on a eu. Mais c'est comme ça, la casse, elle arrive toujours. Si on s'en sert pas, ça casse pas, mais quand on remet en route, c'est comme ça. C'est comme une voiture. Il y a des pannes. Et malheureusement, puisqu'on va aujourd'hui changer, tout le monde veut changer de truc, pour trouver des pièces, c'est compliqué. Bon, voilà. Mais je m'en excuse, c'est vrai que, mais on aura certainement, dans le cadre des programmations budgétaires, mais on reviendra devant vous, et sûrement que ça fera partie il y aura certainement un aspect dans l'investissement sur ça. Mais en attendant, il faut que ça fonctionne, parce que le budget, c'est pas demain, quoi. Donc il faut en attendant, on passe tout l'hiver avec quelque chose qui roule et qui fonctionne. Donc on va profiter de cette période de vacances là pour faire au moins tout ce que l'on peut faire dessus, mais c'est pas simple à trouver. Voilà. En complément, on a reçu, pour vous dire, on a reçu des parents ici à la mairie pour leur expliquer la situation. Ils voulaient des explications. On a été clair. On a joué casse sur table là-dessus. Et puis il y a une dame qui devait faire une petite réunion avec les parents d'élèves à midi après à suivre. Bon, on a essayé de pallier en mettant des radiateurs d'appoint électriques, mais la puissance électrique n'était plus assez forte, donc ça pétait. Voilà, bon, on a tout. Oui, ça n'a pas été simple, mais on a essayé de mobiliser tout le monde, et puis bon, voilà. Désolé, mais pour l'inconvénient, mais j'avoue que bon, c'est un peu comme ce soir, il fait pas chaud, quoi. Hein. Y a-t-il d'autres questions diverses? Il n'y en a pas. Alors, les prochains conseils municipaux, sauf changement, mais les premiers, je pense que ça va être ça. Le 26 janvier, c'est pour l'Europe. Le 9 mars, ce sera pour le budget, et ensuite le 11 mai. Le 6 juillet, 28 septembre 2023. Voilà ce que je voulais dire. Avant de vous souhaiter un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année à vous et à vos familles,
Je voulais dire tout simplement que j'ai oublié tout à l'heure la petite personne qui n'est pas là, la personne qui est au bout de table là-bas, Emmanuel Lebars. Elle n'est pas là parce qu'elle est maman. Voilà, d'une petite fille, tout récent, tout neuf. Donc, on souhaite la bienvenue à cette petite victoire. Et on souhaite bien sûr tout le bonheur et félicitations aux parents et toute la famille.